parler aujourd'hui de l'éthique. Pourquoi en parler? Parce que je pense que l'éthique est aujourd'hui au centre de nos préoccupations, et j'ai même parfois l'impression qu'elle est comme une bouée à laquelle nous nous raccrochons au milieu de toutes les tribulations que nous connaissons dans tous les domaines, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la politique, aussi bien que dans le domaine de la biologie, par exemple. On parle d'un grand retour de la morale. Pour ma part, je ne distingue pas entre éthique et morale, bien que certains philosophes le fassent. Donc, aujourd'hui, nous prendrons ces deux mots l'un pour l'autre. Grand retour de la morale, oui, nous nous tournons vers la morale, nous lui demandons que faire. Que faut-il faire, que devons-nous faire dans un certain nombre de circonstances cruciales. Et je le disais dans tous les domaines. Prenez le domaine économique. Je me souviens avoir assisté à la scène suivante. Un patron de gauche dit « Je ne vais quand même pas robotiser dans mon usine, ce serait licencier des ouvriers. » Et le vendeur de robots de lui répondre « Si vous ne voulez pas robotiser, vos concurrents le feront et vous serez obligé de licencier tout votre personnel. » Et ce patron, s'il décide de licencier, qui va-t-il licencier? Les ouvriers les plus âgés, qui lui coûtent le plus cher? Les ouvriers les plus jeunes, qui viennent tout juste de trouver un emploi et démarrent dans la vie? Ce n'est pas clair immédiatement. En biologie, ça fait la une de tous les journaux, les questions sont innombrables. On les appelle les questions bioéthiques, et on crée des comités nationaux de bioéthique, récemment en Belgique. Peut-on donner un enfant à une femme ménopausée? La question paraît surprenante, mais elle ne l'est pas, car différentes valeurs sont en cause. On peut invoquer d'une part le désir de cette femme d'avoir un enfant, mais on peut aussi, d'autre part, penser à l'enfant et se demander est-ce vraiment son intérêt d'avoir une mère qui ne pourrait plus enfanter. Dans un domaine moins évident, le problème de la torture. On l'a récemment posé en Israël. A-t-on le droit de torturer un terroriste s'il s'agit de sauver des centaines de vies humaines? Là encore, nous sentons immédiatement que la torture est une chose abominable, mais d'un autre côté, quand nous disons que nous avons entre nos mains, ou que le terroriste a entre ses mains, des centaines de vies innocentes, encore une fois, la réponse demande réflexion. Et l'on pourrait parler aussi du journaliste. Il doit y avoir une éthique du journaliste, une éthique des médias. On ne peut pas faire n'importe quoi avec des images. Est-ce que le journaliste doit tout dire? Est-ce que notre droit à l'information est un droit de tout savoir? Pour ma part, je pense que non. Mais s'il fallait déterminer des limites, s'il fallait choisir jusqu'où le journaliste peut aller, alors la discussion devrait s'engager, et c'est une discussion qui n'est pas simple. Comme vous le voyez, les questions que pose l'éthique sont des questions concrètes. Ce sont des questions de vie. Et je pense qu'elles méritent une réflexion un peu approfondie. C'est à cela que je vous invite maintenant. L'éthique revient en vogue. Il y a, nous venons de le voir, un déferlement des questions éthiques. Ce déferlement est assez surprenant, puisque nous sortons d'une période où la morale a été en crise. La morale était en crise, oui, mais quelle morale? Eh bien qu'en mai 68 a dit « il est interdit d'interdire », je crois que ce à quoi s'attaquaient les étudiants révoltés, ce n'était pas tant la morale qu'un certain moralisme. Je caricature peut-être un peu, mais à peine. Qu'était cette morale moralisante? C'est une morale de la loi. Il y avait une loi venue de l'extérieur. Ça pouvait être de Dieu, par exemple, dans le cadre des religions, mais ça pouvait être du parti aussi, dans le cadre de l'engagement politique. Il y avait donc une loi. Et cette loi définissait le bien et le mal. Elle permettait la constitution d'une espèce de grand livre où sur la page de gauche était inscrit ce qui était bien et sur la page de droite inscrit ce qui était défendu. Et d'une manière assez mécanique,
Il suffisait de se trouver sur la page de gauche plutôt que sur la page de droite pour être dans le bien, faire son devoir et devenir en quelque sorte parfait. C'est un type de morale qui prêtait facilement à l'hypocrisie, car s'il est tout écrit dans le livre qu'il suffit de se rendre à la messe le dimanche pour faire son devoir, eh bien le comportement suffit. Il suffit extérieurement de se conformer aux données du grand livre. Pascal cite dans sa provinciale ce bon père qui avait posé la question de savoir si justement, pour remplir son devoir dominical d'aller à la messe le dimanche, on pouvait suivre 2 moitiés de messe en même temps, à supposer qu'un prêtre soit au début et l'autre à la moitié de sa messe. Et ce bon père répondait, nous dit Pascal, que 2 moitiés de messe font évidemment une messe. Vous imaginez l'hypocrisie, nous pouvons alors diviser aussi les messes en 4, et pourquoi pas en 8, il faudrait évidemment une grande cathédrale et de nombreux prêtres, mais voilà où conduit ce type de morale de la loi rigide. Elle conduisait aussi à la culpabilité, à la culpabilisation. Parce que dans cette morale très idéaliste, une morale du tout ou rien, vous êtes ou bien sur la page de gauche, dans le bien, ou bien sur la page de droite, dans le mal. Ou bien vous êtes parfait, ou bien vous êtes coupable. Un point, c'est tout. La réaction contre cette morale, ou plutôt ce moralisme, est donc une attitude qui me paraît tout à fait saine. Il fallait sortir de cette rigidité et de cette hypocrisie. Mais je ne crois pas, pour autant, que le retour de l'éthique, que la multiplication des préoccupations éthiques soit sans aucune ambiguïté. J'en citerai l'une ou l'autre. D'abord, figurez-vous que l'éthique n'est pas plutôt revenue qu'elle est déjà récupérée. Un fabricant de jeans américain, célèbre, a décidé, pour des raisons éthiques, de ne plus sous-traiter avec des pays qui exploitent les enfants. Nous dirons, c'est magnifique, et il est évident que c'est une victoire sur le plan éthique que de renoncer ou de diminuer l'exploitation des enfants. Mais d'un autre côté, le fabricant affiche ouvertement qu'il agit de manière éthique, et désormais, les jeans de cette marque-là sont des jeans fabriqués de manière éthique. C'est un argument commercial, un argument publicitaire de plus. Un autre problème, c'est que l'éthique aujourd'hui est passée, si vous voulez, à l'autre extrême de la morale de la loi dont je parlais tout à l'heure. La morale de la loi, elle a une loi qui lui dit ce qui est bien et ce qui est mal, indépendamment de nos intentions et indépendamment de notre jugement. Aujourd'hui, au contraire, on nous dit que l'éthique, eh bien, cela se fait, que l'éthique, ça se construit dans le consensus. Autrement dit, qu'il n'y a ni bien ni mal, mais des éléments, des données d'un problème, puis qu'on va les discuter de manière éthique, et que ce qui sera bien ou ce qui sera mal, ce sera le résultat de la discussion éthique en question. Récemment, le Comité national d'éthique en France a décidé que le fœtus était une personne humaine potentielle. Mais il n'a pas fait cela pour des raisons philosophiques objectives. Il a décrété le fœtus personne humaine potentielle parce que sur ces 3 mots, l'ensemble du comité avait réussi à se mettre d'accord. Donc vous le voyez, les choses ne sont pas claires, les choses ne sont pas simples. Il ne faut pas, parce qu'il y a un retour de l'éthique, dire que notre époque est plus morale que les autres, par exemple. De quoi s'agit-il en réalité dans l'éthique ? Eh bien, de rien de moins que du sens de la vie. Nous vivons, nous agissons, mais notre vie, notre existence, nos actions n'ont pas de sens inscrit en elles-mêmes. Comme je le dis souvent, si le sens de l'existence était inscrit quelque part, il y a longtemps qu'on l'aurait découvert. Non, notre vie n'a pas de sens tout fait. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas avoir un sens. Ça veut dire que nous devons lui donner un sens.
Et comment allons-nous donner un sens à notre vie? Eh bien, en choisissant des valeurs. On pourrait d'une certaine manière dire que notre système de valeurs, en tant qu'il concerne le plus profond de notre vie, ce système de valeurs, c'est notre éthique, c'est notre morale. Et ce système de valeurs, d'une part, il donne du sens à la vie, il lui donne une signification. D'autre part, il lui donne aussi une direction. Vous savez, quand on dit quel est le sens de, on peut demander quelle est la signification de, ou bien dans quel sens va-t-on. Le système de valeurs, notre éthique, donne un sens à notre vie, il indique une direction dans laquelle aller vers la réalisation de ces valeurs que nous avons choisies, et il nous permet donc de trier, si je puis dire, dans nos actions. Les actions qui réalisent le système de valeurs, c'est celles-là que nous appellerons bonnes. Les actions qui vont contre le système de valeurs, nous les appellerons mauvaises. Et ici, je voudrais introduire un point qui me paraît très important, c'est qu'il n'existe pas, les philosophes l'ont montré, il n'existe pas de démonstration de la valeur ultime de la morale de chacun. Il n'existe pas de démonstration que, par exemple, la charité soit la valeur ultime. Non plus que la justice, non plus que la sincérité. En ce point-là, au point où nous nous accrochons à une valeur suprême, c'est via un acte de foi, c'est véritablement dans une démarche d'engagement. C'est ce qu'on appelle le risque de la vie morale. Il n'y a pas de démonstration mathématique, il faut nous fier à notre intelligence et à notre liberté dans cet engagement. Alors on pourrait dire, oui, mais si on ne peut pas démontrer la valeur suprême, si on ne peut pas démontrer, par exemple, que la charité l'emporte sur la justice, est-ce que nous ne tombons pas dans le relativisme? Est-ce qu'on ne va pas pouvoir dire que n'importe quoi peut servir de valeur suprême, que n'importe quoi est bon à guider notre vie? Eh bien, je ne pense pas. Je pense que entre la rigidité qui voudrait des démonstrations et le relativisme, il y a une position toute simple qui est la position géniale du vieil Aristote. Quand on demandait à Aristote, mais qu'est-ce que c'est le bien? Aristote répondait que le bien consiste dans un juste milieu par rapport à nous. Donc il s'agit d'un juste milieu, par exemple, entre 2 et 4, le juste milieu, c'est 3, mais un juste milieu par rapport à nous. S'il s'agit par exemple de verres de bière, et que 2 verres de bière pour moi c'est peu, et 4 beaucoup, eh bien, le juste milieu, ce sera 3. Mais si je suis une personne qu'un seul verre de bière fait voir des éléphants roses, alors vous vous rendez bien compte que le juste milieu va, pour cette personne-là, se déplacer, et se déplacer vers le bas. Après avoir ainsi posé la question, je voudrais vous faire quelques propositions pour une éthique. Je vais essayer de cerner quelques valeurs fondamentales d'une éthique qui me semble très largement partageable. Je veux dire que des personnes venues d'horizons philosophiques, idéologiques, religieux très différents pourraient partager cette éthique. Et ça me semble très important parce que si nous avons une éthique commune, si dans le sens de la vie nous trouvons des éléments communs, alors nous pourrons plus facilement vivre ensemble. Dans cette éthique, la valeur première, ça va peut-être vous étonner, est la cohérence. La cohérence, oui. Cohérence avec soi, être logique avec soi-même. Je dis que ça va vous surprendre un peu parce que ça fait très abstrait comme valeur et bien formelle. Mais je ne pense pas du tout. Voici ce que je veux dire. Nous sommes libres. Nous sommes libres et par nos actions, nous faisons. Nous sommes notre propre œuvre. La personne que nous serons un jour résultera de notre action. Un proverbe dit « Un homme de 40 ans est responsable de son visage ». Je vous dirais, moi, pas seulement de son visage, de tout le reste aussi. Aristote demandait « Qu'est-ce qu'un homme généreux ?» Et il répondait « C'est quelqu'un qui a posé beaucoup d'actes de générosité ». Donc à travers mon action, à travers mon existence et ma vie, je me fais, je me fabrique, je me modèle.
eh bien, dès ce moment, il est cohérent de me préoccuper de ce que je vais devenir. C'est cela la cohérence. C'est puisque je me donne à moi-même ma personnalité, puisque je forge moi-même cette personne que j'ai à être, eh bien, il faut m'en préoccuper, il faut m'en soucier et ne pas me laisser balloter au gré du hasard. Alors comment vais-je concrètement mettre en œuvre cette cohérence? Comment vais-je concrètement, comme dit si bien le père Valadier, écrire mon histoire à la première personne du singulier en disant « je » et pas en disant « on » ou « le système ». Eh bien ce sera, et c'est ma deuxième valeur, en choisissant un projet d'existence. Qu'est-ce que c'est qu'un projet d'existence? Eh bien c'est un grand schéma. On pourrait songer à ce que j'appelais tout à l'heure le système de valeurs. C'est un grand schéma qui va orienter ma vie, et qui va l'orienter vers cette personne que je voudrais être, cette personne que je me prépare à être, parce que c'est la personne que j'ai à être. Ce projet d'existence, on commence à le choisir à l'adolescence. Vous savez, à ce moment où le jeune rejette les valeurs de ses parents, parfois pour en prendre d'autres, parfois pour les passer au crible de la critique et les reprendre tout de même à son compte, à ce moment-là commencent les premiers pas dans le projet d'existence. À ce moment-là commencent à se dessiner les premiers traits du projet d'existence. Bien entendu, ce choix n'est pas à ce moment-là définitif, et bien entendu, le projet d'existence subira des remaniements. Il est clair que lorsqu'on se marie, lorsque Pierre et Marie s'épousent, eh bien, ils ont à mettre en commun deux projets d'existence conçus indépendamment et tâcher de trouver précisément un projet commun qui sera leur projet de couple. Projet d'existence, question, peut-on choisir n'importe quel projet d'existence, devenir n'importe quelle personne que l'on veut être? Comme mes étudiants me le demandaient souvent, est-ce que par exemple le projet d'existence d'Hitler n'est pas aussi respectable que celui de tout autre? Eh bien je pense que non. Je pense que non, parce qu'il y a, pour être cohérent et pour réaliser son existence, une condition sine qua non, une condition absolue qui est le respect de la relation interpersonnelle. Il faut que je respecte en l'autre le sujet, il faut qu'il me respecte comme sujet pour qu'ensemble nous puissions grandir. Mon épanouissement n'est pas concurrent de celui de l'autre. Il est solidaire de celui de l'autre. C'est Sartre qui disait « Tant que dans le monde, il y aura un homme qui n'est pas libre, alors tout l'univers est un bagne. » Et c'est bien vrai. L'autoréalisation des petits Rwandais et l'épanouissement des Chiliens à l'époque du général Pinochet nous concernaient de très loin sans doute, mais nous concernaient parce que l'humanité est un tout solidaire. Respect de la relation intersubjective, c'est là le critère. Je puis choisir n'importe quel projet d'existence, n'importe quel système de valeurs pour donner sens à ma vie, à condition qu'il respecte cette relation interpersonnelle. Et j'irai même plus loin. Ce n'est pas un respect qui serait un respect simplement passif, c'est un respect véritablement actif, c'est-à-dire qu'il faut promouvoir la relation interpersonnelle, c'est-à-dire qu'il faut tâcher, chacun, l'un pour l'autre, d'être toujours davantage sujet. Vous me direz, est-ce que tout cela fait une morale? Est-ce que maintenant, avec vos trois valeurs, cohérence, projet d'existence, respect de la relation intersubjective, est-ce que je sais ce que je dois faire? Eh bien oui, je pense que je puis répondre. Quel est mon devoir? Qu'est-ce qu'aujourd'hui je dois accomplir comme acte? Devant ce choix, aller au cours ou rester dans mon lit, devant ce choix, quelle voie prendre? Eh bien, mon devoir, c'est le petit pas en avant que je puis concrètement faire chaque jour en direction de mon idéal. Vous le voyez, ce n'est pas une morale du tout ou rien. Ce n'est pas une morale culpabilisante.
il n'est pas demandé d'être tout d'un coup, tout à coup, honnête, parfait, saint, que sais-je. Mais c'est une morale très exigeante, car elle demande de faire tous les jours un petit pas en avant dans la direction de l'idéal, cet idéal étant défini par le projet d'existence dans le respect de la relation interpersonnelle. Voulez-vous que nous terminions en essayant d'appliquer cette éthique? Je reviens au problème que j'évoquais tout à l'heure, le problème de la torture. Eh bien, sur cette question, il me semble que la réponse est relativement claire. En effet, si j'applique mon principe du respect du projet d'existence et du respect de la relation intersubjective, je crois qu'il est impossible de recourir à la torture, je crois qu'il est impossible de trouver une raison éthique qui permettrait la torture. Car torturer un homme, c'est le réduire à un paquet de viande souffrante et hurlante, c'est le traiter comme un pur objet, c'est-à-dire pour le bourreau se mettre lui-même dans la position d'un objet, c'est la négation de la relation intersubjective, et je ne pense pas que quoi que ce soit comme considération extérieure, y compris la vie des innocents, puisse permettre de passer outre à cette espèce de barrière infranchissable qui nous empêche de traiter l'autre comme un objet dans sa souffrance. Voilà un essai d'application pour la torture. Un autre exemple, si vous voulez, l'euthanasie. Le médecin se trouve avec un patient en phase terminale qui lui demande l'euthanasie. La première question, je pense, qu'aura à se poser le médecin, c'est est-ce que l'euthanasie demandée par le patient s'inscrit dans le projet d'existence de ce patient? Car ce n'est peut-être pas évident. Peut-être que le patient demande l'euthanasie simplement tellement il souffre. Ça n'a rien à voir avec son projet d'existence. Le contraire existe aussi. Ensuite, le médecin doit se demander, est-ce que pratiquer l'euthanasie, cela correspond à mon projet d'existence? Car ce n'est pas parce qu'on est le médecin d'un patient que l'on doit se plier à toutes les volontés de celui-ci. Enfin, le troisième point à examiner, ce serait évidemment, qu'en est-il de la relation intersubjective? Il est clair que l'euthanasie a peu de rapport avec la relation interpersonnelle, puisqu'elle met fin à cette relation. Donc je dirais que la question essentielle est de savoir si pour le médecin et pour le patient, ce sont des éléments qui peuvent prendre place dans leur projet d'existence. Et bien souvent, je pense, le médecin, sans abandonner son patient, devra lui dire « non, un acte pareil ne rentre pas dans mon projet d'existence ». Comme vous le voyez, ces quelques critères simples permettent de s'orienter dans des situations concrètes, et je pense que c'est là l'essentiel pour une morale authentique et authentiquement humaine. Merci.